Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, depuis vos écrans, un peu partout. Bienvenue à ce dernier webinaire Liboman de l'étudiant africain. Ce sera le webinaire de fin et la conférence de fin de cette deuxième saison. Saison qui a été très riche en sujets divers et variés que vous avez pu retrouver le long de notre site internet et de nos réseaux sociaux et en particulier YouTube. Alors, je me présente, je suis Eric Mignonguet, je suis le fondateur de Lignon Consulting, qui est une société de conseil partenaire de l'étudiant africain depuis ses débuts. L'étudiant africain qui est le média qui Allô? organise cette Oui. En fait, conférence. il faut pas. Vas-y, Eric. Le média donc, qui éclaire et accompagne ces conférences et propose des outils concrets dans son activité, comme la mise à disposition de son vaste réseau de chercheurs, la diffusion de notes et d'articles de vulgarisation de travail de jeunes chercheurs de terrain sur notre blog. Nous mettons en place des conférences, nous organisons de la production d'événements culturels autour de la recherche et autour de l'Afrique. Et Liboman, ce sont nos rendez-vous mensuels pour penser ensemble des sujets qui travaillent notre époque. Et ce soir, nous allons aborder un sujet particulier qui est le sujet de l'information, parce que nous vivons à une époque où les informations circulent à toute vitesse et une vidéo qui peut être filmée dans un village peut faire le tour du monde en quelques heures. Une rumeur qui est diffusée sur WhatsApp fait l'actualité et finalement va impacter des vies. On sait que des élections peuvent être influencées par des agents extérieurs et des campagnes politiques peuvent être orchestrées depuis des milliers de kilomètres aujourd'hui de façon assez simple par nos petits ordinateurs de poche. Alors, pour ce soir, nous allons parler de notre continent et de son contexte avec sa fragilité institutionnelle assez forte, la montée des plateformes numériques et de la pluralité des acteurs d'information, et comment distinguer l'acte d'informer aujourd'hui de celui de manipuler, et que faire pour que les citoyens que nous sommes, les jeunes, parce que nous sommes sur le continent le plus jeune du monde, soient en capacité de faire la différence et d'exercer leur esprit critique. Pour aborder cette question, je remercie et je vous prie de remercier avec moi nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être là. Nous allons d'abord avoir Monsieur Salissou Maman El Koudoubé du Niger, qui est fondateur de l'association LAC-LAC qui œuvre pour l'éducation aux médias et qui est journaliste également, il me semble. Ensuite, nous allons avoir Monsieur Fabrice Makem du Cameroun, qui est expert en communication numérique et engagement des jeunesses francophones et également journaliste. Et Abdoul Niang du Mali, fondateur du journal Le Phénix, voix indépendante dans un paysage médiatique sous pression. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Eric, merci d'être les autres. Très bien. Je vous laisse peut-être une petite minute pour vous présenter, parce que j'ai été très bref. On commence par vous, Monsieur Salissou. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Donc, moi, c'est Salissou Maman El Hadji Koudoubé. Je suis du Niger. Donc, je suis fondateur et directeur exécutif de LAC-LAC Network, qui est une association dénommée Association de jeunes leaders acteurs de changement. Donc, nous œuvrons principalement dans le domaine de la participation des jeunes, incluant aussi l'éducation à la paix.
Donc, je suis plutôt expert en cybersécurité et cybercriminalité. C'est vrai que j'écris beaucoup, mais je ne suis pas journaliste pour l'instant. Donc, c'est vraiment un plaisir et merci beaucoup à l'étudiant africain pour cette invitation afin d'échanger avec d'autres frères et sœurs africains. Merci. Okay. Très bien, merci beaucoup. Un petit mot de présentation, Monsieur Makem. Ah oui. Bon, je pense que on aura son petit mot de présentation tout à l'heure. Il nous a dit qu'il avait quelques soucis. Du coup, je vais commencer par... Oui. Ah oui, pardon. Ok, Monsieur Makem. D'accord, c'est vraiment juste sur les connexions. Comme je disais à Linda tout à l'heure, je suis dans un train entre Paris et Bruxelles. Donc, ça va un peu être difficile, mais je vais essayer. Okay. Je commence par dire au fils de Monsieur Baba Beto, je crois que c'est Eric. Oui. Tu es bien le fils de Monsieur Baba Beto. Je le dis parce que j'ai été transféré une des salutations de Souleymane, avec qui tu as fait le collège Saint-Pie-X à IBM. Il me demande de te saluer. Ok, ça marche. Donc, ravi donc d'être des vôtres et comme je le disais, la question de l'information ou alors de la désinformation dans le contexte actuel est très prééminente et je suis tout à fait ravi de prendre part à cet échange, à cette discussion et merci à Linda de m'y avoir associé. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bon, on a Monsieur Nyang a des difficultés et va peut-être nous rejoindre en cours de route. Donc, notre programme aujourd'hui en fait va s'organiser en plusieurs phases, en plusieurs parties. La première va être consacrée au panorama et adresser un panorama en fait de la désinformation aujourd'hui. Donc, en gros, la question c'est qu'est-ce que la désinformation en Afrique aujourd'hui, si on arrive à le définir. La seconde partie va consister à parler des acteurs, des mécanismes et des responsabilités en fait autour de cette question de l'information. Donc comprendre qui produit, par quels canaux, avec quelles conséquences. La troisième partie, donc intitulée Résistance, initiative, souveraineté informationnelle, va consacré à aborder les sujets de valorisation des solutions, des acteurs positifs et de réfléchir à une vision africaine, si on peut la définir ainsi, parce qu'on n'est pas obligé de faire comme ce que les autres font. Du coup, je vais commencer par vous, Monsieur Salissou. Alors, pour moi, la première question, donc par rapport au Niger qui est, comme on le sait, dans une zone de crise et de crise sécuritaire, et en particulier avec ce qui se passe chez les voisins en ce moment. Donc la question qu'on va avoir, qu'on va se poser en premier, c'est dans quelle mesure est-ce que la désinformation s'est imposée comme un outil dans ce conflit informationnel? Allô? Je pense que vous avez coupé accidentellement votre micro. Ok, voilà. C'est bon? Désolé. Ouais, c'est parfait. D'accord, ok. Donc, au Niger, comme vous l'avez dit, donc, la désinformation, malheureusement, fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, très malheureusement encore, ça fait partie du conflit lui-même. Parce que rien que la désinformation aussi, ce n'est plus comme avant où c'est des versions de désinformation classiques.
Mais avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux en général, on voit beaucoup plus de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et y compris à travers des messageries telles que WhatsApp, ou des vidéos aussi qui sortent de leur contexte, ou des rumeurs qui créent la peur et la confusion au sein des communautés. Surtout avec l'avènement aussi de l'intelligence artificielle, il faut souligner que la désinformation a gagné beaucoup au Niger, et avec aussi l'avènement des crises sécuritaires dans le Sahel et dans les bassins du lac Tchad, la désinformation est devenue un outil de guerre utilisé tantôt par les groupes terroristes, mais aussi par d'autres institutions soutenant aussi ces groupes-là dans les buts de semer des chaos au sein des communautés. Donc, très brièvement, voilà mon point de vue en ce qui concerne l'imposition de la désinformation ici au Niger. Alors, ok, très bien. Mais du coup, moi, j'avais une question en fait. Est-ce que vous avez un exemple, un cas observé qui vous a marqué en fait dans cette expérience de la désinformation et comment ça a pu impacter les gens directement? Excusez-moi, Eric. Oui. Pardon, j'étais en train de dire, est-ce que vous avez en tête un exemple concret qui en fait explique comment la désinformation a vraiment impacté dans la vie quotidienne de certaines personnes? Est-ce que vous avez un exemple en fait qui peut nous illustrer ce que vous avez dit? D'accord, ok, merci bien. Exactement, il y a des exemples. Les cas les plus concrets sont surtout les crédits que les gens accordent à cette désinformation. Donc, c'est ça qui est très, très critique de nos jours. Aujourd'hui, on ne fait presque plus faire la différence entre la bonne information et la désinformation. Et à cela s'ajoute aussi des fois la mésinformation et la malinformation qu'il ne faut pas négliger, que les gens utilisent pour manipuler la communauté. Donc, il faut aussi parler des tensions aujourd'hui qui sont créées, telles que des fausses alertes que les gens utilisent en vue de manipuler les communautés. Aujourd'hui, il y a eu des déplacements massifs des populations suite aux rumeurs des attaques terroristes, alors que c'était juste des fausses alertes dans le but de créer des chaos, ou bien des informations, des fausses informations qui sont diffusées en faisant annonce, par exemple, massif au sein des agences des Nations Unies ou au sein même de l'appareil étatique, et poussant les gens à postuler, à partager leurs informations personnelles, mais aussi favorisant des fois l'escroquerie organisée que certaines personnes mal intentionnées organisent dans le but de soutirer de l'argent à la pauvre population. Donc ça, c'est vraiment des cas pratiques tels que, comme je l'ai dit, qui concernent tous des cybercriminalités, donc tels que les vols de données et aussi des discours de haine aujourd'hui qui sont utilisés pour semer des chaos entre plusieurs ethnies ou entre plusieurs communautés. Donc, c'est ça que j'aimerais ajouter. Ok, merci beaucoup, merci. Du coup, oui, par rapport à ce que vous avez dit, bon, je pense qu'on peut passer au Cameroun, qui est un pays qui connaît aussi ses crises depuis plusieurs années. Et on sait que c'est un pays en fait dans lequel le paysage médiatique est relativement diversifié.
avec une presse privée qui est active, une grande présence de médias très institutionnels comme le groupe Canal+ et son célèbre patron, et également une forte pénétration dans le continent, et notamment au Cameroun, des réseaux sociaux. Et voilà, moi, la question que je me posais, c'est, je pense qu'on se pose un peu, c'est comment est-ce que cette désinformation se manifeste aujourd'hui au Cameroun, notamment dans le contexte de la crise anglophone, où lors des dernières élections et des cycles électoraux qu'on a connus au Cameroun. Ah, pardon. Je ne vois plus notre invité qui a des soucis. Ah. Oui, Eric, je suis revenu. Oui. Je n'ai pas écouté la question ou alors la relance. D'accord, très bien. Je vais la reprendre rapidement. Donc, je parlais du paysage médiatique camerounais, qui est diversifié avec plusieurs couches, donc pas mal de journaux et de groupes médias privés et des récents cycles électoraux. Est-ce que c'est mieux là? Là, Eric, est-ce qu'on m'écoute? Je vais essayer. Allô? Bon, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Alors, en attendant de revenir, je vais vous relancer, Monsieur Salissou. Donc, vous parliez tout à l'heure de cybersécurité et de vol de données, de récupération d'informations qu'on peut avoir. Dites-nous plus par rapport à notamment vos activités. Qu'est-ce que vous voyez comme pratiques qui sont un peu bizarres, ou alors des actions que les attaquants vont utiliser pour nous soutirer nos précieuses informations. Merci beaucoup, Eric. Donc, d'après mon expérience et aussi notamment nos expériences à travers LAC Network, c'est surtout les problèmes de maîtrise même du terrain de la technologie en Afrique en général et aussi au Niger en particulier par les utilisateurs. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les malveillants utilisent des techniques très, très humaines. Donc, pour monter, par exemple, des fausses offres d'emploi ou bien des avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement des fournisseurs, mais aussi, il faut se le dire, les techniques les plus répandues, c'est surtout ce sont ces techniques-là classiques que les gens utilisent à travers des faux profils féminins où on voit des femmes claires issues d'autres continents qui envoient des messages pour demander à ce que la personne soit d'accord afin qu'il soit invité dans son pays, avoir son visa, de l'argent, avoir des femmes. Donc, du coup, c'est un peu des contenus aussi, il faut le dire, à caractère pornographique que les gens utilisent. Et dès que nous cliquons sur les liens, nous donnons toutes nos données à ces personnes sans se rendre compte.
Ok. Ok. Et du coup, c'est quoi le programme que l'association LACLAC met en œuvre pour lutter contre ça? Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est des sensibilisations et notamment, c'est des sensibilisations à langue locale parce que ici, il faut reconnaître que nous avons tellement d'intellectuels, mais quand même, nous avons un fort taux d'analphabétisme. Donc, du coup, on utilise les langues locales pour faire des sensibilisations afin de partager. Du coup, grâce à ces sensibilisations communautaires, on arrive à sensibiliser les gens pour qu'ils prennent l'habitude au moins de faire du fact-checking, au moins d'appeler, même s'ils n'ont pas les techniques appropriées pour faire les fact-checking eux-mêmes, qu'ils puissent au moins appeler des personnes qu'ils connaissent afin de faire des vérifications concrètes avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et pour vous donner un petit exemple, il y a quelques 6 mois comme ça, un ami m'a appelé suite à l'implémentation des monnaies électroniques où ils font le truc là où ils appuient avec les téléphones. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, du coup, il m'a envoyé toutes les données, les photos sur WhatsApp. Et dès qu'on regarde, je lui ai dit, telle personne, regarde ces détails. Déjà, ça veut dire que c'est de l'escroquerie. Et après quelques 2 semaines, il m'a appelé pour me dire que tu m'as sauvé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que l'agence a carrément fermé ses portes au Niger, fuyant avec l'argent des utilisateurs. Donc, du coup, c'est ce que nous sommes en train de faire, des exemples de pratiques et aussi des vidéos de sensibilisation, des fois à travers des écrits, à travers des articles, des fois en utilisant l'intelligence artificielle aussi pour générer des vidéos éducatives afin de sensibiliser beaucoup plus de gens. Et nous attaquons plus sur WhatsApp parce que c'est grâce à cet outil-là aussi que les malveillants utilisent pour escroquer les gens ou bien les diffamer aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous accueillons Monsieur Nyang qui avait quelques soucis de connexion tout à l'heure. Donc, comme je rappelais tout à l'heure, Monsieur Nyang est du Mali. Je ne sais pas si vous y êtes d'ailleurs, mais en tout cas, vous êtes fondateur du journal Le Phénix, et c'est un journal indépendant dans le paysage médiatique du pays. Comme pour les autres panélistes, je vous donne un peu la parole pour nous dire ce que vous voulez en introduction. Oui, je m'excuse d'ailleurs pour le retard et je salue tous les participants et tous ceux qui nous suivent. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Abdul Nyang, mais Phénix, c'est juste un prénom pour moi. Je suis promoteur et directeur de la radio Émergence et également de la page Facebook Nyang Media. Je suis également le directeur des informations de la télévision de l'AS Tafouk TV. Voilà, donc je suis très connu dans le paysage médiatique malien. Donc je vous salue et je vous remercie de m'avoir honoré en me faisant participer à ce rendez-vous des idées autour des enjeux informationnels dans notre espace africain. Le sujet est d'une importance capitale parce que les réseaux sociaux, si vous voulez, l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication a créé des opportunités, mais aussi des défis, de nouvelles formes de criminalité et d'autres nouveaux phénomènes parce que nous sommes un continent confronté aux défis sécuritaires. Et donc, les conflits dans notre espace aussi ne se limitent plus aux affrontements armés entre les protagonistes, mais se déroulent désormais dans un champ immatériel
celui de l'information, et d'où la notion de guerre informationnelle. Et donc, il est temps vraiment que l'intelligentsia africaine se penche sur cette question, éclairer la lanterne de l'opinion publique et même des décideurs. Et c'est pour cette raison que j'attache beaucoup d'importance à ces webinaires. Et donc, je vous en remercie bien. Merci. Ok, merci beaucoup, merci. D'ailleurs, on va poursuivre avec vous, notamment avec une première question qui va être très localisée au Mali et notamment dans la période actuelle. La question qu'on va avoir, c'est comment est-ce que la propagande se développe, quelle est la forme qu'elle a aujourd'hui et quels sont, selon vous, les acteurs, par quels sont les canaux, comment on fait pour désinformer aujourd'hui dans ce contexte? C'est une excellente question. Au Mali, d'abord, je vous parle du contexte géopolitique du Mali. Et cela vous permet de comprendre aussi les rôles et les visées des campagnes de propagande que vous venez de mentionner. Le Mali est un pays francophone qui avait pour partenaire stratégique la France et l'Union européenne. Mais à partir, vous savez qu'en 2012, tout le nord du Mali était tombé entre les mains des groupes terroristes. En 2013, la France lance une opération pour contrer l'avancée de cette organisation terroriste à partir du centre du Mali. L'opération Serval sera accompagnée par une mission de l'ONU, les casques bleus, 13 000 militaires et policiers et civils. L'Union européenne aussi déploie plus tard les forces spéciales qu'on appelle Takuba. L'opération française, initialement appelée Serval, se transforme à partir de 2014 en opération Barkhane, avec pour vocation d'opérer dans tout le Sahel, et pas seulement le Mali. Après une décennie de présence, le Mali, au lieu de connaître une amélioration, n'a fait que se développer. Le nord du Mali embrasé, les centres embrasés et le sud aussi. La menace s'est étendue jusqu'aux pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. La Côte d'Ivoire a été aussi frappée une fois au Grand Bassam. Et en 2020, la situation était presque intolérable pour les Maliens et même pour les populations d'Israël qui ont vu que ils ne peuvent plus continuer à tolérer la présence des forces internationales qui, au lieu d'être une solution, ne fait qu'aggraver notre situation. Ces contestations ont abouti au changement de régime au Mali en août 2020, à Ouagadougou et à Niamey. Et donc, les nouvelles autorités ont décidé de chasser toutes les forces internationales présentes au profit d'un nouveau partenariat stratégique avec la Russie, la Chine, la Turquie, jugé par les autorités sahéliennes comme partenariat fructueux et sincère. Et donc, cela n'était pas du tout sans conséquence parce que ça crée une rivalité, si vous voulez, une inimitié entre les États du Sahel et leurs partenaires classiques, c'est-à-dire les Occidentaux. D'autre part, ça crée une rivalité, la rivalité entre les grandes puissances, l'Occident et la Russie, s'est aussi transportée au Sahel. Et les États du Sahel aussi ont décidé de se retirer de toutes les organisations sous-régionales jugées comme sous influence française. Je vais parler de la CEDEAO, je vais parler du G5 Sahel, etc. Cela aussi a créé de nouvelles tensions entre les États du Sahel et les États de la CEDEAO. L'Algérie, voisin du Mali,
aussi a trouvé son compte dedans parce que le Mali a compris que les accords signés entre l'État du Mali et les rébellions à Alger sont des accords très déséquilibrés à la défaveur du Mali. Et donc, le président Goïta a décidé de se retirer de l'accord d'Alger et mettre en place un mécanisme endogène de résolution de la crise. Cela aussi a ouvert un nouveau front entre le Mali et l'Algérie. Donc, toutes ces rivalités entre le Mali et Alger, entre les États du Sahel et les Occidentaux, entre la Russie et les Occidentaux, toutes ces rivalités vont se manifester dans le champ informationnel aussi. Les États ne se combattent pas seulement par des moyens létaux ou même par des pressions diplomatiques, économiques, mais aussi la guerre informationnelle, la propagande hostile, également les campagnes de guerre psychologique, de guerre de représentation, et même les acteurs armés, c'est-à-dire les rebelles et les groupes terroristes, aussi développent une campagne de communication contre les États pour essayer de légitimer leurs propres actions et essayer de diaboliser les armées et les institutions du Sahel. Et donc, voilà le contexte géopolitique qui permet de comprendre le fond des messages médiatiques, des récits médiatiques que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si vous prenez tous les médias français notamment, vous allez vous rendre compte que les autorités du Mali ne sont plus désignées comme telles. Les médias français cherchent à les désigner comme des juntes, des putschistes, comme pour insister sur leur illégitimité. Les terroristes aussi ne sont plus appelés comme tels, mais plutôt des djihadistes. Et parfois, les terroristes se font appeler des rebelles, ou bien des Touaregs, ou bien des Peuls. Donc, vous voyez, tous ces messages, ces récits et expressions médiatiques sont pour donner une valeur, une légitimité à certains acteurs qui sont contre les régimes en conflit avec la France et pour diaboliser et surtout les régimes au Sahel qui sont vraiment opposés à la politique française dans notre espace. Et toutes les contestations ou même les rejets de la France par les populations du Sahel est désigné comme l'effet ou la conséquence de la manipulation russe, de la propagande russe et pas mal d'autres choses. Les victoires militaires des armées du Sahel sont appelées massacres des populations civiles et on cache à peine le soutien direct aux organisations terroristes qui s'offrent une tribune sur les médias français et algériens pour se justifier, pour dénigrer l'État du Mali, pour essayer aussi de s'offrir une virginité politique, alors que ce sont en fait des organisations terroristes qui sont de ces faits blanchies, entre guillemets, par les États. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon vraiment complet sur cette partie-là. J'avais quand même une petite question par rapport à ce que vous mentionniez, donc pas mal d'influences externes et plutôt très organisées. Ma question qui va un peu, qui va essayer de creuser tout ça, c'est comment est-ce que ces différents États mettent concrètement des moyens en œuvre? Est-ce que vous avez des exemples qui vont pas forcément toucher le spectateur qui va regarder par exemple sa télé ou son écran et qui est un peu passif, mais est-ce qu'il y a des moyens, des techniques que vous avez déjà vues, que vous avez en tête qui vont être plus pernicieuses que ça? Est-ce que, si je prends l'exemple du Cameroun que je connais un peu, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ne croient pas beaucoup aux médias. Et typiquement en France, là où je vis, quand on regarde
les sondages sur la population et son rapport à l'information, ils croient assez peu aux médias. Du coup, ma question, c'est comment est-ce que finalement, quand les gens, notamment au Mali, je pense qu'on ne va pas croire RFI, on ne va pas croire TV5 Monde d'une façon générale, mais comment est-ce que ils s'en sortent quand même? Comment ils contournent en fait cette méfiance qui est, qui est dite et qui est ressentie par les gens face à ces questions-là? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Alors, je vais mettre en plein écran, comme ça tout le monde peut regarder. Alors, pas très bien, mais on voit les débats. C'est la manchette des journaux de Jeune Afrique. Okay. Vous savez tous que Jeune Afrique, France 24, RFI sont tous suspendus au Mali et même TV5. Et au Burkina et au Niger aussi. Mais ils se débrouillent pour toujours s'adresser à l'opinion africaine, à l'opinion malienne, burkinabé et nigérienne à travers Internet. Nos États n'ont pas de contrôle suffisant sur Internet. Ils passent par YouTube, par WhatsApp, par Facebook pour diffuser leurs informations, partager au maximum, y compris par des acteurs locaux, leur communication. Et ce qui fait qu'ils ont accès aux opinions publiques dans les États du Sahel où ces médias sont officiellement suspendus. Et ça, c'est déjà très important à retenir. Dans notre espace, ce ne sont pas toutes les populations qui sont averties quant au danger que représentent ces médias. Beaucoup n'ont pas cette éducation aux médias, cette capacité d'analyse critique face aux récits médiatiques. C'est pour cette raison que parmi même les lettrés, certains peuvent tomber dans les panneaux de ces manipulations médiatiques. C'est aujourd'hui une réalité et un défi qui doit être relevé par les États. C'est d'ailleurs pour cette raison que les États du Sahel sont en train de mettre en place leurs propres médias, tels que la radio de la Confédération de l'AES, qui est désormais opérationnelle, la télévision de la Confédération aussi qui sera opérationnelle à partir du mois de juillet, qui a déjà commencé la diffusion, mais les programmes doivent commencer à partir du mois de juillet. Il y a également les autorités, les instances de régulation de l'espace médiatique qui se met en place à travers la création de la haute autorité de la communication, qui est d'ailleurs à l'origine de la suspension des médias hostiles à nos États. La dernière en date, ça c'est la suspension de la chaîne saoudienne Al Arabiya par le Mali. Il y a également au plan judiciaire la création de pôles judiciaires spécialisés en matière de lutte contre la cybercriminalité. Cela comporte aussi la diffusion d'informations hostiles sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà des mécanismes que les États sont en train de mettre en place à la fois pour protéger nos opinions publiques et aussi réprimer ces comportements. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir aidé un peu à définir ce panorama dans les pays respectifs sur la désinformation et ses effets concrets. Et après ce diagnostic qui est très riche pour moi, en tout cas, et j'espère que tous les spectateurs aussi s'enrichissent de cette discussion, je vous propose qu'on aille explorer un peu les causes je pense qu'on en a déjà parlé, notamment des différents acteurs.
peut-être parler un peu plus des canaux et disons, imaginons qu'on est monsieur ou madame lambda qui vit sa vie tranquille, sans avoir toutes les connaisses et la pratique médiatique que nous avons un peu tous autour de la table. Quelles sont les techniques qui permettent d'hameçonner, de se dire, OK, cette information va être intéressante pour tel type de cible. Est-ce que c'est des pratiques qui existent? Je vous en parle parce que je travaille depuis quelques années dans le marketing et je sais qu'on fabrique l'information. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que c'est pratiqué en fait sur le terrain aujourd'hui? Moi, je le vis pas du tout du continent, mais vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette partie. Je commence par vous, Monsieur Salissou. Merci, Eric. Donc, il y a ma connexion qui bug un peu. Je répète la question. Est-ce que vous êtes en train de demander s'il faut parler... Excusez-moi. Oui, pardon, je n'ai pas entendu. Ça a un peu coupé. Voilà, ma connexion était en train de bugger un peu. Donc, est-ce que vous pouvez éclaircir la question, s'il vous plaît? Oui, j'étais en train de demander comment est-ce que quand vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas du tout habitués, qui prennent les outils en fait qu'ils ont comme ils sont, par exemple le téléphone, comment est-ce que quels sont les moyens de désinformation que vous avez vus et comment par quelle méthode est-ce que les désinformateurs arrivent à accrocher leur cible en fait pour qu'elle reste dans une boucle où elle consomme en fait des informations qui ne sont pas justes, voire qui finissent par croire en fait à ces informations-là. Et un des exemples qu'on peut avoir en tête là-dessus, pour citer un pays qu'on voit tous au moins à la télé et qui ne fera pas de problème en tout cas entre nous, c'est les États-Unis avec Trump et toute cette façon de parler de la situation tout en masquant les réalités du terrain. Comment est-ce que vous voyez toutes ces actions-là se mener au Niger, par exemple? Ok, merci bien, Eric. Donc, pour moi, ici au Niger, quand je parle au Niger, j'agrandis un peu le contexte, comme l'a dit Abdul Niang, vers le Sahel et le lac Tchad en même temps, qui englobe aussi le Cameroun, le Nigeria et le Tchad, donc pour les zones affectées par la crise Boko Haram. Donc, du coup, je commence d'abord par les méthodes les plus utilisées. C'est surtout la mésinformation, la malinformation et la désinformation qui sont très, très utilisées. Mais aussi, il faut ajouter la diffamation qui est de nos jours un outil de manipulation d'opinion publique. Les discours de haine, ça, c'est déjà un aspect ancien qui est utilisé bien avant la venue de la technologie et de l'Internet. Il y a aussi l'apologie du terrorisme qui est là grâce à l'Internet et les réseaux sociaux en particulier. Aujourd'hui, avant l'avènement des réseaux sociaux, donc personne ne prend les risques d'aller dire qu'il y a eu des attaques alors que c'est faux ou de faire l'apologie du terrorisme. Mais aujourd'hui, il y a des faux profils qui sont créés dans le but de manipuler les informations. Maintenant, qui sont les plus touchés et les méthodes utilisées, c'est surtout
les personnes qui vivent en milieu rural. Donc, c'est eux qui sont les premières victimes. Et c'est grâce notamment aujourd'hui à l'intelligence artificielle. On peut juste donner des prompts, juste demander à l'intelligence artificielle de créer des designs, des vidéos, des articles mensongers dans le but de les partager avec des populations. Et des fois, ce sont des réalisations très humaines qui sont difficiles à détecter, y compris pour nous qui avons le minimum de connaissances dans le domaine de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Donc, maintenant, la méthodologie qu'ils utilisent, c'est vraiment de produire des informations que déjà la communauté veut entendre. Aujourd'hui, nous sommes en situation de crise sécuritaire. Donc, forcément, lorsque un crée une désinformation en parlant d'une attaque terroriste ou en parlant des morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité, automatiquement, la première intention, c'est de partager pour informer dans les buts. Des fois, ce n'est pas par mauvaise foi. Dans le but d'informer ses proches, d'informer sa famille, son entourage, ses connaissances, qu'il y a une attaque, de faire attention. Des fois, donc, ce sont ces genres de méthodologies-là qui sont utilisées parce que nous nous attendons déjà à ce qu'il y ait des attaques. Donc, c'est ça un peu la manipulation. Pour finir aussi, il faut parler je reviens sur les fausses offres d'emploi et les discours de haine. C'est notamment aussi ce que les gens, et en particulier les jeunes, sont en attente des opportunités, attendant des offres d'emploi, des offres de stage. Et aujourd'hui, dès qu'on crée une fausse information dans ces domaines-là, les gens n'arrivent même pas à lire l'intégralité, la description de l'offre d'emploi pour comprendre si c'est vrai ou faux, mais ils se lancent pour aller appuyer sur postuler maintenant. Donc, c'est un peu ça leur méthodologie, créer des contenus que les gens aiment entendre. Ok. Donc, aiment entendre ou plutôt sur des besoins qu'ils vont avoir. Notamment, vous citiez plein de choses tout à l'heure dans notre discussion, que ce soit des contenus à caractère sexuel, des contenus de gains rapides, des contenus de travail facile, des choses comme ça. Parce que oui, c'est vrai que tout à l'heure, on disait c'est ce que les gens veulent entendre. Mais moi, j'avais une question qui est un peu en aparté. Est-ce qu'on a la possibilité Allô? Oui, Eric. Je pense que le micro, oui. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité? Je disais de savoir ce que les gens veulent entendre. Allô, Eric. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a la possibilité? Oui, allô? Je vous entends très, très mal, Eric. Aïe, aïe, aïe. Ah, ok. Alors, ma question, c'était... Donc, c'est bon, là? Ok, mais le micro est coupé, là. Ok. Maintenant, je vous écoute. Donc, vous pouvez répéter? Oui. Ah, ok. Merci, Linda, qui a écrit la question dans le chat. Voilà. Je crois que j'ai compris maintenant la question. Merci, Linda. Oui, exactement. On a la possibilité de savoir ce que les gens veulent. Et je préfère un peu les termes utilisés par Eric, les besoins des gens. Aujourd'hui, les données, grâce à l'Internet, les données ne mentent pas. Ils sont là. On connaît, par exemple, les taux de chômage.
On connaît aujourd'hui les taux même de la consommation des contenus pornographiques. Donc, du coup, c'est très facile pour quelqu'un qui fait de l'escroquerie ou de la désinformation, comment on appelle ça, son emploi. C'est aussi un emploi pour eux, il faut les reconnaître. Ces arnaqueurs-là, c'est tout un emploi, c'est un investissement. Donc, ils étudient aussi les gens pour comprendre ce qu'ils veulent. Mais aussi, laissez-moi vous dire une chose pratique, sensible, mais qui est aussi banalisée de nos jours. C'est le partage des informations personnelles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsque je prends l'exemple d'un jeune ou bien d'une jeune fille qui partage son quotidien, qui parle de ses couleurs préférées, qui parle de sa préférence vestimentaire, qui parle de son véhicule des rêves, de son copain des rêves, qui parle aujourd'hui de là où elle a envie de visiter des grands événements qu'elle souhaite participer. Aujourd'hui, ça donne tout, c'est-à-dire qu'elle donne le contrôle aujourd'hui de son avenir à quelqu'un qui s'engage vraiment à aller. Puisque cette personne va se préparer pour être ses copains des rêves là. Ou aujourd'hui, lorsque les jeunes, notamment les jeunes filles, y compris les jeunes garçons, mais en grande majorité, les jeunes filles partagent leur quotidien encore, que ce soit en allant à la piscine, en allant dans des hôtels, dans des soirées et autres, en allant dans des fêtes ou des cérémonies de mariage. Ce sont vraiment des publications quotidiennes. Et aujourd'hui, moi, je peux télécharger toutes ces données et aller créer un faux profil, surtout pour faciliter la chose, de créer un faux profil sur un réseau social différent dont cette personne n'utilise même pas. Aujourd'hui, si je n'utilise pas Snap, donc quelqu'un peut prendre toutes mes données de Facebook pour venir créer les mêmes salissures sur Snap et de façon vraiment très, très réaliste. Parce que aussitôt que vous publiez un changement aujourd'hui, cette personne a la possibilité d'avoir ces informations pour aller aussi la publier. Donc, du coup, c'est vraiment nous, ce sont les victimes qui donnent l'opportunité à ces scammers-là de prendre le contrôle de leurs données. Ok. Très bien. Pardon. J'ai été un peu perturbé parce que j'ai pas entendu la fin de la phrase, mais bon, j'espère que je pense que j'ai aussi des petits problèmes de connexion. Du coup, je vais rebondir en fait sur ce point de la fabrique en fait des informations pour vous demander, Monsieur Niang, en tant qu'acteur bien connu et avec beaucoup d'activités médiatiques au Mali. Ma question va être comment vous gérez en fait la pression en tant que producteur d'informations entre la nécessité de publier et de publier vite et l'impératif de vérifier, de contrôler, enfin, en fait, ma question c'est comment vous fabriquez l'information? Bon, l'information, nous, on ne la fabrique pas, on l'analyse, on rectifie, on essaye de décrypter et d'expliquer les enjeux. Parce que, en plus d'être journaliste, je suis également un spécialiste des sciences criminelles, de la criminalité, du terrorisme et de la coopération internationale pénale. C'est mon domaine de spécialisation. Vous aviez posé tout à l'heure une question très importante aux autres participants. Comment est-ce que
cette guerre informationnelle se manifeste concrètement sur le terrain. D'abord, ça nous permet de voir qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour faire face à la situation. C'est comme si nous avons une posture défensive, alors que ceux d'en face ont une posture offensive envers nous. Je vais juste lire quelques titres d'un média français pour vous permettre de voir un peu clair. Voici ce que Jeune Afrique avait titré il y a quelques semaines. Les Peuls face aux juntes au Sahel. Enquête sur un peuple sacrifié. Ça, c'est un titre de Jeune Afrique. Les Peuls face aux juntes au Sahel. Enquête sur un peuple sacrifié. Vous voyez ces titres. Quand vous allez lire l'article et voir ce qui est dedans aussi, ça fait pitié. D'abord, quelle communauté est opposée aujourd'hui aux armées du Sahel? Ça n'existe pas. Et ces titres veut dire tout simplement que les armées du Sahel sont en conflit avec les Peuls. Pendant que l'ensemble des opérations militaires du Burkina Faso sont commandées par un Peul. Le chef d'état-major de l'armée est un Peul là-bas. L'ensemble des opérations terrestres du Mali sont commandées par un Peul. Je ne connais pas pour le Niger. Le poids démographique du Mali, des Peuls au Mali, fait que cette communauté vient soit en deuxième ou troisième position. Ce n'est pas du tout une minorité. Elle est représentée dans l'armée de manière beaucoup plus significative, dans les institutions, dans le gouvernement, à tous les niveaux. La logique voudrait que Jeune Afrique dise tout simplement les terroristes face aux armées du Sahel. Mais en lieu et place de ça, on préfère dire les Peuls face aux juntes. Ici, on est en train de confondre les acteurs armés face à nos armées comme étant des Peuls. Donc, ceux qui vous tuent, ce sont des Peuls. Et ceux qui sont tués par les armées, ce sont des Peuls. C'est ce que ça veut dire. Donc, on met ici l'accent sur une lecture ethnique du conflit, en violation de la responsabilité sociale des journalistes. Et ça, c'est aussi une violation des normes éthiques en matière de journalisme. Un journaliste ne met jamais l'accent sur une lecture ethnique ou raciale d'un conflit. Et ça, ce narratif est fait de manière délibérée pour attiser la tension. Pourquoi les juntes? C'est pour dire que les Peuls sont victimes d'un régime illégitime au Sahel. C'est ce que ça signifie. Et donc, ça tend à amener quel est l'effet de ces récits sur les autres communautés. Les autres communautés vont dire, donc ces gens-là, acteurs armés, qui brûlent nos récoltes, qui tuent nos parents, donc c'est des Peuls. Vous voyez comment ils contribuent à polariser la société et à nourrir le cycle de violence. Et ça, c'est un terreau fertile au recrutement des terroristes qui viennent par leur manipulation dire que bon, il faut nous rallier, sinon ils vont vous tuer. Donc nous sommes vos parents, nous sommes des Peuls aussi, donc venez, on va vous défendre. Voici ce que Jeune Afrique est en train de faire. Et il y a juste quelques jours, TV5 aussi avait publié les djihadistes du JNIM et les rebelles du FLA n'ont pas les mêmes objectifs. Ce qu'on appelle FLA, c'est l'ancienne CEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Et ce qu'on appelle le JNIM aujourd'hui, c'est l'ancienne Ansareddin en 2012. Et vous savez que ce sont toutes ces entités existaient dans la CEMA. Parce que la CEMA est composée de 3 entités, les MNLA, le mouvement arabe de l'Azawad, et les HCIA, au Conseil de l'unité de l'Azawad. Quand la France est venue en 2013 au Mali,
on a changé le nom de Ansar Dine, l'organisation terroriste dirigée par Yad Agali, pour dénommer, comment dire, rebaptiser au Conseil de l'unité de l'Azawad. Le bras droit de Yad Agali, c'est lui qui dirige ces HCIA, Al-Gabas Aguintala. Et c'est Al-Gabas Aguintala qui est aujourd'hui le leader du FLA que les médias français présentent comme les Touaregs, les rebelles Touaregs. Mais vous savez que Al-Gabas Aguintala est sur la liste noire des Américains comme un chef terroriste. Et ils n'acceptent pas qu'il entre chez eux. Allô? Ah, on a perdu M. Niang. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Je ne sais pas si... désolé, hein. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. On vous a perdu quelques minutes. Est-ce que c'est bon? Oui, vous étiez en train de nous parler des rebelles Touaregs et de comment ils se sont moi, appelés. je n'entends pas. Allô? Est-ce que vous m'entendez, M. Salissou? Je n'entends pas. Je n'entends pas, quoi. Ah. Je vous entends, moi. Ok. Je pense que... ouais. Je pense qu'il doit être en retard. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je ne vous entends pas. C'est moi qui n'entends pas, alors. Oui. Est-ce que le volume n'est pas fermé chez vous? Ok. Donc, vous savez, Al-Gabas Aguintala, qui est le patron, qui est le chef du FLA, que les médias français présentent aujourd'hui comme des rebelles, qui sont reçus par France 24, qui sont reçus en France, à l'Union européenne et autres, c'est Al-Gabas est le bras droit de Yad Agali, chef terroriste. Et en 2013, la France a juste changé le nom de l'organisation de Yad pour le transformer en HCIA et former une coalition avec les MNLA qui a été appelée Coordination des mouvements de l'Azawad. Et sous pression, l'État du Mali a signé un accord avec eux à Alger qu'on appelle accord d'Alger. Ibeka, l'ancien président malien à l'époque, devant la délégation de l'Union européenne, avait dit ceci: nous savons que Ansar Dine est à la table des négociations avec un autre nom. Nous ne sommes pas dupes, mais que ne ferons-nous pas pour la paix? Et donc, aujourd'hui, TV5 et les médias français, sachant bien cette réalité, font comme s'il y a deux groupes qui combattent l'État du Mali. D'une part, les rebelles Touaregs, qui seraient différents des terroristes, d'autre part, les JNIM affiliés à Al-Qaïda. Et donc, l'Occident soutient ouvertement une tendance désignée comme rebelle Touareg et faisant semblant de ne pas être favorable à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'omission stratégique. Le fait d'occulter un aspect d'un problème qui ne permet pas de comprendre de façon globale la réalité de ces problèmes. Et donc, ils soutiennent ouvertement le FLA, soit disant qu'il aurait un agenda différent du terrorisme international, alors que ce sont les mêmes gens, les tentacules de la même pieuvre, les mêmes acteurs, les mêmes bailleurs et les mêmes soutiens internationaux. Mais on procède au blanchiment des terroristes par l'alliance. Donc, voilà ce qui est d'ailleurs compromettant pour la sécurité de notre espace, la compréhension des conflits au Sahel aujourd'hui et surtout sa résolution. D'autant que les acteurs qui doivent contribuer à résoudre ces problèmes sont les mêmes qui contribuent à occulter les aspects essentiels à la compréhension du problème, qui soutiennent les mêmes terroristes sous un autre paravent ou étiquette, faisant semblant d'être contre le terrorisme, mais pourtant ce sont les mêmes qui les soutiennent, malheureusement. Ok.
Très bien. Merci beaucoup pour. Moi, je ne vous entends pas du tout, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Je Aïe, aïe, n'entends aïe, rien. aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas Le si on volume va est coupé chez moi, quoi. Euh, bon, bah, je ne sais pas. Peut-être Je Linda, ne sais parce que pas si c'est dû à moi ou bien. euh, Il n'y a ce, pas ce- de volume chez moi. ok, ok. Euh, je propose qu'on reprenne avec. Est-ce que je ne vais pas essayer de partir et revenir pour. Oui, parce qu'il y a un appel avait. Ok, très bien. Du coup, Monsieur Salissou, je vous propose qu'on attaque la troisième partie qui va consister à voir en fait les poches de résistance qu'on peut avoir et les différentes initiatives en fait, notamment que vous pouvez mener pour arriver à C'est bien déjouer maintenant, en c'est bon fait. maintenant. Ok, Voilà, cool. c'est bon Merci maintenant. beaucoup. Voilà, donc, vous voyez, Voilà. face à tout cela, nous, on a un travail d'explication, un travail d'analyse et de décryptage pour que l'opinion puisse comprendre la supercherie qui se cache derrière les récits médiatiques. Moi, j'ai d'ailleurs rédigé un livre, j'ai commis un ouvrage récemment dans ce sens, La guerre des récits au Sahel, où j'explique, j'aborde les grandes, j'analyse ces phénomènes à travers les théories de la communication, des cadrages médiatiques, la théorie de la spirale du silence, l'agenda setting, et voilà. Et donc, j'applique cela aux réalités que nous voyons concrètement sur le Sahel, à travers également les logiques discursives de ces médias occidentaux. Et donc, nous sommes en train de faire un travail euh, sous une posture défensive. Mais la communication de l'État du Mali laisse à désirer. Et donc, je pense que l'État même est conscient de sa faiblesse à ce niveau. Il est en train de multiplier des initiatives pour essayer de parer, d'apporter la parade nécessaire. Au Burkina Faso, je pense que l'élan déjà en cours, ça c'est très satisfaisant parce que la télévision publique du Burkina est vraiment à la hauteur de ces défis et répond valablement aux enjeux. Je pense qu'au niveau de l'État du Mali aussi, le ministre de la Communication est en train de mettre en place des mécanismes pour répondre à ces différents défis. Et je pense que l'opérationnalisation de la télévision de l'AES va répondre de cela. Mais nous sommes dans le secteur privé, même si récemment j'ai été recruté par la télévision de l'AES, mais pour le moment, on n'a pas commencé à travailler. Donc, tout ce que je fais aussi aujourd'hui, je le fais dans le cadre privé et indépendant. Donc, ça, c'est pas suffisant. Il faudra qu'au niveau institutionnel, que vraiment des mécanismes soient mis en place pour répondre à la question. Ok, très bien. Et du coup, ça fait parfaitement la transition avec ce que je commençais à dire tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire en fait qu'on aborde justement cette partie des initiatives et des actions concrètes qu'on peut mettre en place à tous les niveaux pour reprendre en fait cette souveraineté de l'information, que ce soit nous-mêmes en particulier, quelles sont envie de dire un peu les mesures d'hygiène qu'on doit nous avoir autour de nous parce qu'on est sollicité par ces petits ordinateurs de poche qu'on a tous, ou presque, et comme ça monter d'échelle en échelle
Voilà, enfin, peut-être je propose de vous laisser à nouveau la parole, Monsieur Nyang, pour nous parler de tout ça. Vous avez commencé à évoquer le niveau national, institutionnel, et la question va être également sur le privé, à l'école, à l'université, enfin, dans la vie courante, comment mieux lutter contre la désinformation. Très bien. Moi, je l'ai dit, l'ouvrage que j'ai publié récemment participe de cet effort individuel de répondre à ces différents défis. En plus de ça, sur mes différentes plateformes numériques, j'ai fait la veille. À chaque fois que les médias essaient de publier des informations erronées, où je constate que la désinformation se propage, je rédige un article pour apporter la bonne réponse. Ou bien, je fais un live, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, pour expliquer à l'opinion publique c'est que pour qu'on puisse démêler le vrai des libraires. Je participe à beaucoup de forums de discussion, des webinaires comme ça, et également je réponds aux invitations des différents plateaux de télévision, tant au Mali que la télévision internationale, pour expliquer aussi la réalité du Sahel. En plus de ça, je participe à des séminaires, que ce soit au Mali ou à l'étranger. Même au mois de juin, il y a un forum des médias africains qui est prévu à Bamako, du 3 au 6 juin. Je suis retenu parmi les panélistes. L'objectif de ces forums est de permettre d'instaurer une véritable souveraineté narrative au Sahel. Je pense que c'est une initiative de la Maison de la Presse du Mali en coordination avec le ministère de la Communication. Ça va être un rendez-vous africain de très haut niveau portant sur la souveraineté médiatique dans notre espace. Et donc, je pense qu'au niveau individuel, voilà ce que je suis en train de faire. Et là, je suis en train de mettre en place aussi d'autres initiatives qui est de former les jeunes journalistes, les étudiants par cohorte, pour qu'ils puissent maîtriser les enjeux de l'information dans notre espace et les impacts des récits négatifs sur la stabilité régionale, sur le vivre ensemble et la cohésion, et même l'unité nationale. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette position et puis surtout, bravo pour toutes vos actions. On sait que écrire, c'est pas toujours facile, même si sur notre média, on a beaucoup de gens qui écrivent. Du coup, je vous adresse également la question, Monsieur Sadissou, pour comment lutter contre la désinformation. Vous nous avez déjà donné des techniques. Donc, pour moi, c'était les règles ou quelques conseils que nos auditeurs peuvent prendre pour eux-mêmes faire leur hygiène quotidienne quand ils reçoivent des informations qui viennent d'ailleurs. Merci Eric. Donc, ce que je vais ajouter, c'est surtout, je commence d'abord par ce que nous sommes en train de faire. C'est un peu à l'ACLAC, l'inclusion donc
de l'éducation aux médias de façon automatique. Par exemple, lorsqu'on a des ateliers de formation ou bien de sensibilisation qui touchent, par exemple, les conflits, on fait automatiquement du Tech for Peace. Et l'utilisation de la technologie pour la paix devient automatiquement une session standard qui fait partie de toutes nos approches. Que ce soit dans le domaine des conflits, aujourd'hui, on ne peut pas les séparer avec la sensibilité au genre, on ne peut pas séparer les conflits à l'utilisation de la technologie. Donc, du tout, on a vraiment formalisé ça comme faisant partie de toutes nos approches et de toutes nos thématiques. Donc, je l'ai dit déjà que nous faisons des sensibilisations communautaires, mais aussi nous faisons des discussions interactives. Aujourd'hui, cette discussion organisée par l'étudiant africain permet aussi aux participants de poser des questions directes aux panélistes. Donc, c'est la même chose lorsque nous avons des activités de formation ou de sensibilisation au niveau communautaire. On permet aussi cette interaction avec les participants où ils vont poser des questions vraiment pratiques. Des fois, c'est des vécus des personnes qui ont été arnaquées ou des personnes qui ont été trompées pour partager des fausses informations dans leur entourage. Donc, du coup, ce que je propose à nos auditeurs, c'est surtout de faire les fact-checking de façon vraiment simple. Aujourd'hui, il y a des outils très simples qu'on n'a même pas envie de télécharger. Je prends l'exemple de Google Lens. Aujourd'hui, on met une photo sur Google Lens, ça vous donne déjà les informations si la photo a été déjà utilisée. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ici au Sahel ou bien au lac Tchad, il y a eu des attaques terroristes en 2017 et que ces images refait surface dans le but de manipuler la communauté ou de semer des troubles. Si vraiment ces images ont été déjà publiées, dès que vous faites des recherches à travers Google Lens, il va vous montrer que cette image a été postée par tel média en telle date et telle heure. Donc, automatiquement, vous saurez que c'est du faux. Donc, du coup, ce sont vraiment des techniques simples. Et aujourd'hui, il y a cet outil intégré de WhatsApp qui nous permet de détecter si une information a été partagée plusieurs fois. Si vous avez, si vous avez constaté en bas d'une information ou d'un média sur WhatsApp, des fois on note que ce message a été transféré de nombreuses fois. Donc, ça veut dire que là, WhatsApp tire votre attention parce que c'est comme ça, c'est de la même manière que les arnaqueurs ou bien les manipulateurs fonctionnent. Aujourd'hui, ils partagent dans des milliers de groupes WhatsApp avec des milliers de contacts inconnus, des fois juste arrachés grâce à une composition de numéros juste au hasard. Donc, ça nous permet vraiment de comprendre si cette information ça attire la vigilance, pas forcément que ça soit une fausse information, mais ça attire l'attention pour vous dire que ça, c'est vraiment partagé plusieurs fois. Et en dehors de ça, il y a une méthode plus originale, vraiment une méthode qui n'a pas de failles, très authentique, que j'aimerais partager, c'est le bon sens. Aujourd'hui, Abdul Niang l'a dit, aujourd'hui, Facebook a reconnu avoir supprimé des millions de comptes par an. Ça, j'ai dit par an, des millions de faux comptes sur Facebook. Lorsque l'État du Sahel, les États du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali, sont plus en relation avec la Russie ou bien avec la Turquie. Donc, les manipulateurs peuvent créer des faux profils avec un nom russe et tout pour partager des fausses informations ou tout un média, mais qui est carrément faux. Une arnaque très bien organisée. Donc, du coup, c'est ça qui permet de détecter si vraiment une information est bonne ou fausse. Le bon sens,
c'est-à-dire on vérifie la date, on vérifie aussi la faisabilité. Heureusement que nous sommes des humains, juste qu'on ne veut pas lire, il y a un fait, on préfère consommer plutôt que de vérifier. Sinon, nous sommes des humains. Si aujourd'hui, vous qui nous écoutez, je partage ici que demain matin, à partir de midi, il y a des distributions, il y a une ONG qui va distribuer 1 million de francs CFA aux personnes vulnérables, sans limite. Peut-être à 1 million de personnes, il y aura 1 million de francs pour chacun. Très sérieusement, la question que vous allez vous poser d'abord, est-ce que lui, là, il a séché avant de fumer? Donc, excusez-moi du mot, parce que c'est vraiment impossible. Et aujourd'hui, il y a des informations qui sont carrément fausses. Lorsque les médias occidentaux, surtout la France 24, RFI, TV5 Monde et autres, utilisent les mêmes manières en parlant de nos besoins. Comme je l'ai dit à l'introduction, eux-mêmes, ils utilisent nos besoins. Aujourd'hui, des fois, ils parlent de coups d'État, juste dans le but de semer du trouble au sein des communautés pour essayer de pousser la communauté à sortir, célébrer la faille de nos gouvernants. Mais heureusement pour eux, ça ne marche pas. Il y a vraiment cette cohésion qui est très appréciée. Donc, ce que je conseille à tout un chacun, c'est vraiment ce bon sens. Vérifier. Si aujourd'hui on dit que l'étudiant africain recrute 50 personnes, même si ça paraît faux ou ça paraît vrai, on peut appeler. OK, j'ai le numéro de Linda, j'ai le numéro d'Eric, je vais poser une question. Dès que vous appelez, il vous dit que c'est faux. Là, automatiquement, c'est ce qu'on appelle source. Donc, c'est ça la source. Parce qu'il y a des médias qui sont des vrais médias, mais qui sont auteurs de fausses informations, telles que la France 24 et autres. Mais il y a aussi la vraie source, c'est vraiment la personne. Si vous connaissez cette personne et que vous avez son contact, appelez-la. Maintenant, la deuxième option, lorsque vous apprenez que c'est une fausse information, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi partager dans votre entourage que ça, c'est une fausse information. Même si ça n'a pas fait de victimes, le fait de partager, d'anticiper pour aussi diffuser que cette information est vraiment fausse, ça permet à votre entourage d'éviter de tomber sur ces fausses informations. Parce qu'il faut les rappeler, ça fait partie aussi du moyen de recrutement de potentiels candidats dans les rangs de groupes terroristes. Aujourd'hui, lorsqu'ils partagent des fausses informations, je prends un cas pratique au Niger, il y a moins d'une semaine, il y a eu une attaque dans la région de Tillabéri. Il y a eu aussi dans les rangs des forces de défense et de sécurité certains qui ont été arrêtés et qui ont été kidnappés, arrêtés par ces groupes terroristes par leur bravoure. Donc, ils ont combattu vraiment jusqu'à leur dernière énergie. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces groupes terroristes? Ils ont fait une vidéo pour montrer le visage des personnes qu'ils ont pris et leur demandant de se présenter avec tout un arsenal pour montrer les armes qu'ils ont vraiment pu récupérer auprès de ces militaires. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai discuté avec quelqu'un qui est une force de défense et de sécurité et m'a dit, mais non, c'est pas possible. Ces matériels-là, bien sûr, les forces de défense et de sécurité nigériennes en disposent plus que ces matériels. Mais ces matériels, vu la quantité, ne se trouvaient pas au même endroit où l'attaque a eu lieu. Donc, du coup, quelqu'un déjà qui aime voir les terroristes réussir, quelqu'un vraiment de très vulnérable, qui a été manipulé, un potentiel recrue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire que exactement ces groupes terroristes sont forts, on peut les joindre puisqu'ils sont forts que nos armées. Peut-être que ça va lui donner les femmes, si c'est les femmes qu'ils veulent. Des besoins, n'oubliez pas. Ça va, si lui, il a juste envie des femmes, il aura les femmes. S'il a envie de l'argent, il aura de l'argent là-bas. S'il a envie de la drogue,
il en aura de l'autre côté. Donc, du coup, c'est cette méthodologie qu'il utilise. Et moi, j'ai parlé à des amis, j'ai dit que ceci n'est pas vraiment une stratégie terroriste classique dont nous connaissons, mais c'est vraiment de la manipulation de haut niveau. Et comme l'a dit Abdul Niang, c'est vraiment une guerre géopolitique et que ce sont des grandes puissances qui permettent à ce groupe terroriste d'être formés en vue d'utiliser ces mécanismes de manipulation et de désinformation dans le but de semer des psychoses au sein de nos communautés. Merci bien. Ok, très bien, Monsieur Salissou. Du coup, moi, j'avais peut-être envie, avant de passer aux questions de notre public, j'avais envie de vous demander, parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, Monsieur Niang, comment nous, avec nos moyens, on peut passer à l'offensive également, arrêter de se défendre, mais se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait en fait pour impacter aussi notre monde de ce côté? Je pense que c'est très difficile de mener ce combat individuellement. Il faut forcément l'implication des politiques publiques. Les programmes scolaires doivent désormais prendre en compte les enjeux informationnels, les enjeux même du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme est un phénomène nouveau, même pour les services de sécurité et même judiciaires. Ce qui fait que souvent, nos forces armées de sécurité ont du mal à s'adapter à la situation et à apporter la tactique et la méthode efficace contre ces phénomènes. C'est-à-dire que le phénomène est nouveau d'abord pour les décideurs et les forces combattantes, la justice, à plus forte raison, les populations sahéliennes qui sont majoritairement analphabètes. L'enjeu, le défi, c'est d'abord d'insérer l'enseignement du terrorisme au programme scolaire à partir du lycée, de l'université, que ce phénomène soit enseigné sous tous ces aspects. Parce qu'on a l'impression que nos décideurs ont l'impression que ces problèmes concernent les forces de sécurité, la justice. Mais non, il faut que la population comprenne le phénomène terroriste, le phénomène de l'extrémisme violent et comment ça manifeste. Le terrorisme a toujours besoin d'une cause. Sans cause, aucune révolution ne peut aboutir. Il faut une cause séduisante pour mobiliser, pour isoler l'État. Et cette cause s'obtient par la manipulation, par l'information. Donc, il faudra que les enfants du pays, la jeunesse surtout, soient imprégnés de ces réalités, qu'elles puissent mieux maîtriser les mécanismes de manipulation terroriste, de manipulation médiatique. La guerre informationnelle ne doit pas seulement être enseignée dans les écoles de journalisme. Il faut que dans l'enseignement secondaire et supérieur, qu'il y ait des programmes adaptés à ces phénomènes. En plus de ça, les forces armées de sécurité et même les acteurs judiciaires doivent aussi être formés à ces nouvelles réalités contemporaines. Malheureusement, on est très très loin de cela aujourd'hui. Alors, moi, je pense que nous, au niveau de nous individuellement, ou bien nous qui sommes dans le secteur privé, etc., nous pouvons faire ce qu'on peut, mais ça ne peut pas avoir autant d'effets, autant de résultats que si l'État même en fait une politique publique. C'est ce que j'ai d'ailleurs toujours conseillé au Mali et partout où j'ai eu la chance de m'exprimer sur cette question. Il faut que les politiques publiques intègrent ces enjeux et surtout qu'on puisse s'appuyer sur les appareils idéologiques, les lieux des cultes aussi,
doivent participer. Il faut que les prédicateurs, que ce soit musulmans ou chrétiens, soient suffisamment formés, sensibilisés à ces défis, parce que l'écrasante majorité de nos populations écoutent plus les prédicateurs religieux que les médias. Donc, ça veut dire que les prédicateurs ont beaucoup plus d'influence sur les opinions publiques que même les médias dans notre espace. Et donc, pourquoi ne pas aussi utiliser ces leviers importants pour que à chaque prière de vendredi, que les imams puissent, dans leur sermon, s'adresser aux fidèles pour qu'ils puissent comprendre ces enjeux, ces phénomènes et aussi les sensibiliser à adopter une attitude responsable et positive vis-à-vis de ces récits médiatiques. Et je pense que si on met en place tout cela, je pense que ça pourrait avoir un effet. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce point. Et d'ailleurs, on est parfait au niveau timing. Donc, on a la tradition de laisser du temps à notre public de poser des questions. Donc, je vais commencer par la première pour vous, Monsieur Salissou. Donc, comment renforcer la formation des journalistes africains pour mieux lutter contre la désinformation? Ok, merci Eric. Moi, je crois que je m'aligne directement à la réponse d'Abdul Niang, c'est-à-dire que je ne vais pas demander la formation des journalistes parce qu'ils sont déjà formés à ça. Qu'est-ce que je vais proposer? C'est vraiment, comme il l'a dit, l'intégration de la discipline sur la technologie dès l'école primaire. Il faut que les Africains apprennent déjà à comprendre les vrais et les faux qui concernent la technologie en général, que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, il faut simplement voyager dans d'autres continents pour comprendre que l'informatique n'est plus une discipline, mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, il faut des fois dans nos pays, par exemple au Niger, il y a des personnes où c'est après l'obtention du baccalauréat qu'ils vont commencer à manipuler un ordinateur. Alors que ce n'est vraiment pas un luxe, c'est comme l'eau et l'électricité. Ce n'est plus un luxe, c'est vraiment une nécessité. Donc, ça doit vraiment être réfléchi par nos États, surtout par les États du Sahel, pour contextualiser les programmes scolaires, parce qu'il faut reconnaître que nos programmes d'éducation ont été manipulés depuis plusieurs décennies par les Occidentaux, parce que c'est eux les premiers donateurs. Et lorsque ils donnent leur argent, bien sûr, ils ont des conditions. Et ces conditions, ce ne sont pas pour nous forcer à faire des choses, mais c'est pour nous imposer un programme scolaire. Et ces programmes-là, c'est ça qui façonne notre avenir. Donc, du coup, il faut vraiment revoir cela depuis le bas âge, que ce soit par des sensibilisations, par la pratique, si possible dès l'école primaire, pour que dès que quelqu'un grandit, qu'il connaît automatiquement à faire la différence entre les biens et les mal. Donc, c'est vraiment ce que je vais proposer par rapport à cette question-là. Ok, merci beaucoup. Du coup, une question de Marc Seguiumia. Quels sont les problèmes éthiques et défis des réseaux sociaux pour les individus? Et ça, la question est pour M. Niang. Est-ce que vous pouvez rappeler la question? Donc, la question, c'est quels sont les problèmes éthiques et défis des réseaux sociaux pour les individus? Et c'est Marc Seguiumva qui nous pose la question. J'espère que je n'écorche pas son nom. Je pense que mon frère Salissou a largement évoqué cette question. Il a expliqué le mécanisme de l'ingénierie sociale
C'est-à-dire, vous êtes, quelqu'un est à votre côté, il connaît votre besoin du jour et tout simplement, il profite pour vous tendre un piège et vous escroquer dans le cyberespace. Il y a le problème de diffamation, des calomnies, le fait de porter atteinte à l'honneur et la dignité des gens, le chantage, c'est-à-dire, comment dirais-je, piéger les gens. Et souvent sur les nets, il y en a souvent qui se font passer pour de vrais gentlemen, qui se font passer pour des personnalités, qui séduisent une femme. Et souvent, c'est une femme qui se fait passer comme une grande dame et elle a toute l'apparence de cela et qui vous séduit en tant qu'homme sur les réseaux sociaux et vous amène quelque part pour commettre souvent des actes intimes et vous ne savez pas qu'on est en train de vous filmer. Et après, on utilise la vidéo pour vous faire un chantage, etc. Donc tout ça, c'est des problèmes d'éthique que ça pose véritablement. Il y a la question des rumeurs qu'on véhicule. Souvent, c'est les États qui sont derrière ces pratiques pour certains besoins, sonder l'opinion ou bien avant de commettre une action et pas mal d'autres choses. Et parfois, c'est les règlements de comptes politiques que nous voyons sur les réseaux sociaux. Quelle est la deuxième partie de sa question? Il demandait les défis des réseaux sociaux. Les défis, voilà, ça, les défis est que c'est l'Internet, c'est le cyberespace. Nos États n'ont pas de contrôle suffisant sur ça. Je me demande si un État au monde même a un contrôle suffisant sur Internet. Et donc, ce que moi je conseille est que nous qui sommes utilisateurs d'Internet, c'est à nous de pratiquer la vigilance, d'être aussi responsables sur ce que nous faisons, ce que nous écrivons et sur le net, parce que tout ce que nous laissons sur le net restera éternellement. Et nous devons aussi considérer que l'Internet n'est pas un endroit pour mettre des choses confidentielles. Tout ce que vous mettez sur Internet, quelqu'un a accès à ça. Tout. Et tout ce que nous laissons sur Internet est suivi. Ça veut dire que ce n'est pas fiable. On doit savoir ce qu'on fait sur Internet. On doit se protéger constamment sur Internet. Ne jamais cliquer sur les liens parce que souvent, c'est une manière de se faire avoir. Parce que quand on t'envoie souvent un lien, tu cliques dessus, on récupère facilement ton compte. Et là, tu te fais avoir. Et souvent, il y a des choses comme ça, des astuces comme ça, que beaucoup ne connaissent pas et facilement ils se font avoir. Et souvent, c'est les défis aussi de la sécurité, parce que les informations, n'importe qui est aujourd'hui en mesure de donner l'information, sans qu'on sache d'ailleurs qui est en train de donner l'information. L'identité même de la personne qui véhicule l'information n'est pas connue. Et ça, c'est un autre défi pour les États et puis même pour les individus. On parle de cyberguerre aujourd'hui, on parle de cyberattaques, on parle de cybercriminalité. C'est tous ces phénomènes que ça englobe. Ça représente à la fois un danger pour les États et pour les individus. Ok, alors j'avais une question. Donc, question d'Abba Issa Fressou. La question qui est posée est comment les États africains puissent
peuvent contrôler la question des géopolitiques des médias dans un monde globalisé. Comment les États africains peuvent contrôler la question des géopolitiques des médias dans un monde globalisé? Je propose Monsieur Salissou. Merci Eric. Là, en parlant des États africains, mon frère vient de le dire, Abdul Niang, qu'aucun État ne peut contrôler déjà les réseaux sociaux. Pas parce que nos États ne sont pas forts, mais parce que ces réseaux sociaux sont encore vraiment sociaux, il faut le dire, mais encore, et ça leur donne beaucoup plus de pouvoir. Aujourd'hui, la méthodologie qu'il faut adapter, c'est vraiment l'union. Aujourd'hui, pas seulement les États du Sahel, mais aujourd'hui, à travers l'Union africaine, tous les États africains peuvent s'associer pour créer une commission qui va permettre un contrôle généralisé, un contrôle unique des réseaux sociaux dans le continent africain. Je vous assure que si on adopte cette approche, s'il faut sanctionner parce que quelqu'un a partagé des informations, a laissé partager des informations erronées sans sanctionner les auteurs sur son réseau social, c'est toute l'Afrique qui fera bloc pour porter plainte ou pour forcer les retraits de ces contenus ou pour suspendre l'utilisation de ces réseaux sociaux pendant un temps donné. Ces géants de la technologie seront obligés d'avoir vraiment un partenariat gagnant-gagnant en toute dignité avec les États africains. Mais si c'est juste le Niger ou le Mali ou le Burkina à lui seul qui essaye de contredire, ça va être très, très difficile de s'imposer sur le terrain. Je vous donne l'exemple dans les années passées au Nigeria, qui est le pays le plus peuplé en Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants. Il y a les groupes terroristes de Biafra où les acteurs terroristes, leurs leaders, font des tweets sur Twitter. C'était Twitter en ce temps-là. Ils font des tweets pour parler du terrorisme et que ces tweets ne sont pas supprimés. Alors que le président, en cette année, c'était le feu Mohamed Buhari, il avait fait aussi un tweet pour parler de ces terroristes-là. Alors que son tweet a été retiré par Twitter, mais par contre, la publication de ces leaders terroristes n'a pas été retirée. Vous voyez, il a même essayé, jusqu'à le Nigeria a pris la décision de suspendre Twitter pendant un certain temps très limité. Donc, du coup, l'idée qu'il faut vraiment adopter l'approche, c'est vraiment cette approche de l'union pour que les États africains s'unissent et créer une commission indépendante, unique, qui va vraiment les rendre très forts et aussi plus efficaces dans la lutte contre la désinformation. Et ce que je vais rappeler avant de finir, c'est que c'est vraiment du business. C'est du business. Aujourd'hui aussi, ces médias, ils sont contrôlés par des investisseurs. Ils regardent d'abord les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Ils regardent aussi les intérêts de leur pays. Donc, eux aussi, en bons citoyens, ils contribuent à leurs États à nous créer plus de problèmes tels que cela pouvait vraiment, tant que ça peut permettre à ces États-là d'atteindre leur objectif, qui est d'empêcher nos États à se développer et à lutter contre le terrorisme de façon durable. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Salissou. Alors, la prochaine question est dense. Je préfère vous prévenir. Alors, elle vient de Stéphane Ondoz, que je salue. On le connaît très bien, l'étudiant africain, parce qu'il fait partie d'un réseau de géographes qui œuvrent également sur le continent. Alors, il dit ceci. Il y a un besoin d'attaque pour ne plus s'épuiser dans des réponses ou de débunkage
même quand c'est important. Il est important de créer des contre-discours. Je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez, des histoires sur nos projets et nos territoires. Et c'est à ce moment-là que l'art est important. Des chansons, des films, des livres, pour pouvoir faire entrer des informations sur nos récits dans les supports apportés des enfants et vulgarisés dans le peuple. Comment vous voyez l'apport de l'art à ce contre-discours? Je vous propose de prendre la question, Monsieur Nyang. Répétez, parce que moi, j'étais... Ah, ok. Je disais, bon, je vais résumer la partie, mais en gros, si je fais simple, plutôt que d'être défensif, créer des contre-discours à notre portée, ça peut être via l'art, via les chansons, via les films, via les livres. Comment est-ce que vous voyez l'apport de l'art à ce contre-discours qu'on subit un peu, quoi? Mais c'est ce que moi j'ai toujours proposé, même dans mon mémoire de master en sciences criminelles et même mon mémoire en journalisme et communication, j'ai proposé, et d'ailleurs dans toutes mes prises de parole, je propose à nos États de mettre en valeur la cinématographie. C'est un véritable outil de soft power, de sensibilisation, ce qu'on appelle la diplomatie publique, qui est un autre nom de la propagande. Pour que les gens puissent comprendre en fait les enjeux facilement, parce que le cinéma est beaucoup plus persuasif, beaucoup plus proche du citoyen lambda que n'importe quel autre canal. Donc, il faut mettre ça en valeur. Il faut aussi que les appareils idéologiques de l'État fonctionnent. Parlant de l'appareil idéologique, je veux parler des médias, je veux parler des lieux de culte, je veux parler des écoles et des universités. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup analysé ces enjeux. Ça reste des défis pour nous. Mais au niveau des États du Sahel, il y a une prise de conscience en fait qui se manifeste. Des initiatives et des politiques sont en train de se mettre en place progressivement pour arriver à cela. Et donc, cela va nous permettre de sortir de la posture défensive pour aller, pour être proactif. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Salissou? Je vous entendais secouer la tête tout à l'heure. Oui, effectivement, comme l'a dit Abdul Niang, donc du coup, il y a vraiment une prise de conscience qui est là dans les États du Sahel. Mais aussi au Niger, je donne un exemple concret, la RTN, c'est la radio-télévision du Niger, donc c'est la télévision publique. Et là, elle a commencé à contre-attaquer en diffusant des informations qui concernent la France. Et la RTN ne diffuse pas du faux, comme la France 24 et autres, RFI et autres les font. Ils ne produisent pas des fausses informations dans le but de désinformer. Ils puisent dans la France profonde pour chercher aussi les défis auxquels les Français font face. Et puis quand ils viennent poster pour partager dans la télévision, les gens se disent, mais attendez, ils ont aussi leurs problèmes. Ils n'ont qu'à d'abord s'occuper de leurs problèmes que de venir nous donner des leçons de morale. Et là, ça a permis vraiment une prise de conscience et ça a permis vraiment de comprendre que chacun a son défi. Seulement la France met sa bouche plus dans les affaires extérieures plutôt que de dire, par contre, les dirigeants français actuels, pas les Français en tant que tels, en tant que population, qui sont aussi victimes de leur gouvernement, bien sûr. Il y a aussi, je donne un autre exemple, la RTN qui fait des entretiens exclusifs avec des ministres. C'est vraiment une première, en tout cas dans le domaine politique nigérien, d'inviter les ministres à partager leurs projections et après une année de les réinviter à faire les bilans.
avec vraiment une indépendance totale des journalistes à leur lancer des questions très, très sensibles, grâce aussi à des buzz, des attentes de la population. Et là, ça permet aussi déjà d'éviter certaines désinformations. Par exemple, lorsqu'on parlait des dettes publiques et que le ministre même des Finances explique c'est quoi les dettes publiques, ça permet aux Nigériens de comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle de la non-implication des jeunes et que le ministre de la Jeunesse explique davantage ce que le gouvernement à travers son ministère a essayé a prévu de faire, ce qu'ils ont fait, et les défis qui restent encore à relever, les opportunités. Des fois, on constate même qu'il y a eu plus de 100% de réalisations. Malgré que les défis y demeurent, il y a eu quand même des réalisations. Et ça donne vraiment l'impression que nous sommes en train d'évoluer, mais que le problème fait en sorte notre problème est beaucoup plus alimenté par la consommation de fausses informations à travers ces médias internationaux. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Merci, Eric. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, on arrive bientôt au terme de notre échange. Je voulais déjà à nouveau commencer par vous remercier à nouveau et également Monsieur Fabrice Makem qui a commencé ce point avec nous, mais qui a eu tellement de difficultés avec Internet que c'était un peu compliqué. Je vais vous proposer peut-être à l'un et l'autre pendant à peu près 2 minutes un petit mot de la fin. Et puis, nous allons clôturer tous ensemble pour laisser le studio à 20h. Enfin, pardon, dans 10 minutes comme nous sommes engagés. Qui a la parole? Donc, on peut commencer par, pardon, par vous. Allez-y. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Je salue quand même, je vous salue pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à participer à cette action de communication. Je pense que Sadissou va mettre en place les mesures nécessaires pour qu'on puisse emmener le Cameroun dans l'AES. Et que l'AES s'agrandisse. Bien sûr. Voilà. Et donc, vraiment, c'est une initiative heureuse. On a parlé des actions à mettre en place pour faire face aux défis. Votre panel fait partie de ces actions qui est heureuse que nous avons pour sensibiliser l'opinion africaine. Je salue également tous ceux qui ont suivi cet échange pour l'intérêt qu'ils accordent à la thématique, aux analyses aussi qui sont faites. Je vous rassure de ma disponibilité pour participer à d'autres initiatives similaires. Je pense que si on conjugue les efforts, ça va payer un jour. Ce fut un réel plaisir pour moi vraiment de me retrouver parmi vous et dire aux Africains de croire. Comme je l'ai toujours dit, pour comprendre les réalités de chez nous, il faut juste fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits. Voilà. C'est une très, très, très belle citation et nous également, nous sommes très, très honorés d'avoir pu compter sur vous ce soir. Je sais que ce n'était pas facile par rapport au travail, tout ça, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir honoré ce rendez-vous. Du coup, monsieur Salissou, grand frère. C'est Abdul qui est grand frère. Moi, je n'aime pas vieillir. Le fait que vous m'appelez Salissou, je n'aime pas qu'on me dise, mais c'est même lorsque j'enseignais au collège. Ok, Salissou, pardon, désolé.
Ouais, c'est une blague. Donc, je commence vraiment par remercier l'étudiant africain. Merci beaucoup pour cette invitation. Ce n'est pas la première fois. Merci aussi à Eric pour, pour votre motivation à faciliter cet échange. Ça nous donnait beaucoup plus d'énergie. C'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup à Linda qui m'envoie des invitations pour venir partager et aussi apprendre des autres frères et sœurs africains. C'est vraiment Ouais, un moi, plaisir. je n'ai même pas entendu Linda parler. Ou bien elle est embusquée. Bonsoir, monsieur Nyang. Moi, je suis en coulisses. Ah, c'est pas pour nous tendre une embuscade quand même. Donc, le dernier mot que je vais vraiment, mon mot de fin, c'est pour rappeler un fait, c'est de faire la différence entre la vie physique et le cyberespace. Quand on dit le cyberespace, c'est tout ce qui est vraiment dans la technologie, les réseaux sociaux, l'Internet, les messageries telles que WhatsApp et autres. Tout ce qui est cyberespace, la vie physique, il faut faire la différence. Maintenant, quelle est la différence? Il y en a une seule. C'est qu'il n'y a pas de différence. C'est vraiment la même chose. Si aujourd'hui, une personne se déshabille pour marcher nu, ça n'arrive même pas tant que cette personne est consciente parce que c'est son honneur qui est en jeu. Donc, ça n'arrive vraiment pas. Maintenant, pourquoi cette personne prend sa nudité pour poster sur le cyberespace? Si aujourd'hui, vous n'avez pas la force parce que vous croyez vraiment en vous-même et que vous avez cet humanisme en vous, si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dire que votre président de la République ou les forces de défense et de sécurité sont en train de violenter les populations, sont en train de racketter, sont en train de fuir lorsqu'il y a une attaque, si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller dans une télévision publique pour les dire. Alors, pourquoi vous allez vous permettre de venir sur les réseaux sociaux pour partager ces faits? Donc, du coup, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est vraiment de faire les liens entre votre vie et votre vie, entre votre physique et votre vie sur le cyberespace. Parce que si sur mon profil, je partage aujourd'hui que le Niger a été telle chose, c'est vraiment moi qu'on va venir prendre, pas ma photo de profil. Donc, dès qu'on fait ces liens-là, on va vraiment avoir la paix en Afrique en général et au Sahel en particulier. Donc, il faut vraiment qu'on ait conscience, qu'on sensibilise davantage les adolescents qui sont beaucoup plus exposés et en particulier les jeunes filles qui sont exposées aussi des fois grâce à l'amour, qui partagent des contenus à caractère non catholique avec leurs copains et qui demain, dès qu'il y a un problème, un conflit entre les couples, ils sont victimes de chantage et qu'ils continuent à céder et à sombrer dans des dépressions. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, je vous encourage beaucoup vraiment à faire ces liens-là et je vous remercie, vous nous avez donné beaucoup de courage parce que je lis dans le chat vos commentaires. Vous êtes très, très inspirés et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Monsieur Salissou, merci Monsieur Nyang. Comme je disais tout au début de notre conversation, c'est la dernière de notre saison 2 de l'IBOMAN, le programme de conférence de l'étudiant africain. L'étudiant africain, donc en tant que média, construit autour de cette question de l'information pas mal d'articles qui sont sur son site internet. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez avoir des attestations de participation en cliquant sur le lien qui vous est partagé dans le chat.
à mon tour de remercier tous les auditeurs pour la disponibilité pour ces 2 heures que j'espère ont été très intéressantes et très enrichissantes. Merci encore à nos panélistes. Merci beaucoup aux organisateurs de l'étudiant africain. Et on vous dit à la prochaine saison parce qu'on va continuer. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup.